Bonjour. Donc, Mathilde, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on attend encore un peu? Parfait. Ben Oui. oui, les gens pourront s'intégrer tranquillement au webinaire le temps qu'ils arrivent. Alors, ben, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous pour la présentation du webinaire. En fait, un petit peu une introduction à la fiche pratique pour les milieux collégiaux, le milieu collégial, donc les établissements d'enseignement collégial. Aujourd'hui, c'est caméra fermée, micro fermé pour vous, les participants au webinaire, mais vous avez accès à questions-réponses et aussi converser le chat en bas si jamais vous avez des questions à nous poser. En fin de webinaire, dans les jours qui vont suivre, on va vous faire parvenir un lien avec la vidéo que vous allez pouvoir revoir et on va également vous faire parvenir un lien vers la fiche pratique pour le milieu collégial. Les fiches sont déjà disponibles sur les sites d'Équiterre et d'Aliments du Québec au menu et vous pouvez les télécharger en PDF. Donc, moi, je vais faire un petit mot sur le projet dans son ensemble. Donc, il s'agit de la recette clé pour un approvisionnement local et éco-responsable dans les institutions du Québec. Une série de 8 fiches, donc une fiche d'intro, contexte global plus général, qui introduit au projet, ainsi que 6 fiches milieux pour chacun des milieux institutionnels que sont du milieu de la petite enfance, scolaire, collégial, universitaire, milieu de travail et milieu de la santé, ainsi qu'une marche à suivre destinée aux entreprises de gestion contractuelle de services alimentaires. Donc, un fascicule un peu plus court, mais qui dresse le portrait des étapes à effectuer pour cet acteur-là. Sinon, au niveau de plus, peut-être quelques objectifs, le but de ces fiches-là, donc, c'était de répondre à un besoin qu'on a senti dans le milieu institutionnel. Donc, de par notre travail d'accompagnement, on se rend compte qu'il y a un besoin et puis on n'est pas nécessairement capable d'accompagner tout le monde physiquement sur le terrain. Donc, c'était un premier outil pour pouvoir justement fédérer les expériences, les connaissances en cette matière-là pour permettre à d'autres d'être inspirés, de susciter l'engagement et puis de les outiller là, dans ces démarches-là. Alors, c'est vraiment les objectifs qu'on souhaitait atteindre. Maintenant, avant de commencer, on va présenter brièvement nos organisations. Donc, parce que ce projet-là a été réalisé en collaboration avec Aliments du Québec au menu et Équiterre. Donc, je vais introduire Mathilde, la coordonnatrice du projet Aliments du Québec au menu, pour présenter brièvement son organisation. Oui, bon, comme plusieurs connaissent quand même Aliments du Québec, on est avant tout là pour faire la promotion de l'industrie agroalimentaire avec nos marques de certification Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec et les déclinaisons biologiques. Et puis, on a aussi le programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu. Depuis 2014, le programme a débuté avec en premier un volet destiné aux restaurateurs. Puis ensuite, en 2016, avec une approche de la part des Équiterres, on a élaboré le projet pour que ça soit adapté aux institutions, donc aux différents milieux qui font, entre autres, le sujet des fiches. Dans notre mission de promotion, on est évidemment là pour faire le levier de certaines initiatives ou pour aider justement à certains projets comme, disons, les fiches pratiques ou on va sortir des recettes standardisées avec l'ITHQ. On essaie d'offrir le plus d'outils possibles aux institutions, en plus des outils qui sont déjà disponibles, comme notre répertoire de produits en ligne. Donc, on est bien content de compter de nombreux collèges de cégep, collèges au programme Aliments du Québec au menu, souvent via des gestionnaires, mais aussi en autogestion ou par le biais des coopératives. Donc, on est bien confiant que l'outil qui a été créé par Équiterre vous supporte et nous supporte à vous faire acheter plus de produits d'ici. Maintenant, à Dominique. Donc, mon tour. Donc, Équiterre, c'est une organisation pour laquelle je travaille et qui propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui sont également sains et équitables. Et plus spécifiquement, depuis près de 20 ans, on œuvre à favoriser une alimentation saine, locale et co-responsable dans les institutions du Québec par l'entremise de projets et de services tant pour les producteurs, les éducateurs, les enseignants, les gestionnaires. On a accompagné dans différents milieux, que ce soit le milieu, justement, tous les milieux qu'on a mentionnés tout à l'heure, la petite enfance, le primaire, secondaire, les établissements de santé, ainsi que les campus collégiaux et universitaires, et aussi les entreprises. Donc, voilà, les fiches s'inscrivent dans ce genre de projet-là qu'on souhaite mener. Moi, je vais poursuivre par je vais commencer à vous parler vraiment de la fiche en tant que telle.
En fait, chaque fiche, et dont la fiche sur le milieu collégial, commence par une section sur le secteur et sur son service alimentaire. Avant vraiment de vous parler du secteur du milieu collégial, je vais juste faire une aparté sur les icônes. Donc en fait, tout au long de la fiche et aussi tout au long de cette présentation, vous allez pouvoir trouver un certain nombre d'icônes qui, pour les 4 premières icônes qui sont situées sur la première ligne, font référence à des documents, des ressources que vous allez pouvoir trouver dans la section ressources à la fin de la fiche. Donc par exemple, si on prend la première icône avec la main, dès que vous allez voir cette icône dans la fiche ou dans la présentation, ça fait référence à une liste de programmes d'accompagnement situés à la fin de la fiche qui pourront donc vous aider dans votre démarche. Concernant la deuxième icône sur les répertoires, donc là vous pourrez trouver pareil une liste de répertoires, qu'il s'agisse de listes de produits, de listes de fournisseurs, etc. Ensuite, vous aurez une icône donc, sur les outils pratiques qui pourront aussi vous aider. Et enfin, l'icône sur les documents de référence qui fait référence à des documents gouvernementaux ou de la littérature qui pourra aussi vous renseigner sur le sujet. Pour les 2 icônes qui sont situées sur la seconde ligne, vous allez souvent les voir lorsqu'on va parler d'exemples. Par exemple, il y a une section, on va revenir juste après, mais sur un milieu inspirant, c'est-à-dire un exemple de milieu collégial qui a déjà mis en place une démarche d'approvisionnement local et éco-responsable. Et en fait, ces icônes vont vous permettre de savoir si leur service alimentaire est en autogestion ou en gestion contractuelle. Ensuite, concernant le secteur en lui-même du milieu collégial, le réseau collégial sur l'ensemble du territoire québécois, c'est quand même un secteur qui est vraiment important puisqu'il compte 124 établissements, dont 48 cégep, dont 5 établissements anglophones dans ces 48 cégep, 65 établissements privés et 11 écoles gouvernementales. Si on compte les élèves qui sont dans ces réseaux, qu'ils soient publics, privés ou gouvernementaux, on arrive à 219 796 étudiants. Donc, c'est quand même un secteur qui est très important et qui peut toucher énormément de jeunes. Concernant l'organisation de ces services alimentaires à l'intérieur du milieu collégial, on retrouve dans la plupart du temps une restauration sous forme de cafétéria et très souvent aussi un café étudiant. Pour plusieurs établissements collégiaux, il y a un refus d'avoir des franchises, d'avoir des bannières alimentaires de restauration rapide dans leur offre de services alimentaires qu'ils peuvent avoir pour des raisons éthiques ou pour d'autres raisons qu'on peut facilement comprendre. Concernant l'organisation même, si on prend l'ensemble du milieu éducatif, du secteur éducatif, donc qui comprend à la fois la petite enfance, le scolaire au niveau primaire, secondaire, le collégial et l'universitaire, on voit que de manière générale, dans 71% des cas, les services alimentaires sont en gestion contractuelle. Et seulement dans 29% des cas, ce sont des services alimentaires en autogestion. On n'a pas de chiffres vraiment récents concernant le collégial, mais il semblerait quand même que c'est encore davantage des services alimentaires qui sont en gestion contractuelle, puisque le chiffre s'élèverait environ à 90%. Ce sont des chiffres qui ne sont pas récents, donc qui n'apparaissent pas dans la fiche, mais c'est environ ce qu'on peut observer. Donc seulement dans 10% des cas, on aurait des services alimentaires en autogestion. Pour les services alimentaires en gestion contractuelle, le choix du fournisseur est souvent fait par une méthode du type appel d'offres, mais il y a différents moyens. Ça peut être appel d'offres public ou sur invitation. On peut être plus sur une entente de gré à gré. Et le contrat peut avoir une durée très variable qui peut aller de 1 an à 4 ans et souvent renouvelable aussi. Je vais maintenant laisser la parole à Dominique qui va vraiment vous parler de la recette clé, c'est-à-dire différentes étapes à mettre en place. Donc, comme l'a mentionné Maude, on est dans un système qui est davantage en gestion contractuelle. Cependant, pour le public qui serait en autogestion ou qui représenterait des fournisseurs de services alimentaires, sachez qu'il y aura une partie justement sur la marche à suivre dans les étapes qu'on va proposer. Donc, c'est intéressant pour vous tous d'être présents là, malgré les étapes un peu plus spécifiques pour les collèges, les cégeps qui sont en gestion contractuelle. Donc,
pour justement mettre en place ce genre de démarche, des ingrédients qui sont quand même favorables et des défis qui sont considérables. Pour ce qui est des leviers, de ce qu'on a pu aller chercher comme information et auprès des principaux intéressés, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aider à implanter ce genre de démarche-là, que ce soit les politiques internes ou la présence de postes au sein même du collège de techniciens en développement durable et de conseillers à la vie étudiante, donc très impliqués, qui peuvent justement mettre la main à la pâte dans des projets comme ceux-là. Vraiment la possibilité, l'ouverture d'émettre des sites d'achat local et autres critères au sein des contrats, donc au moment du processus, et déjà la pression, la mobilisation étudiante qui peut orienter la direction des services alimentaires. Pour ce qui est des défis, donc le pendant opposé, donc l'absence de clause en matière d'approvisionnement local durable dans les contrats, donc ou cette méconnaissance de cette possibilité-là d'en intégrer. La logique d'appel d'offres qui favorise le plus bas prix. Donc, je vais en parler un peu plus tard, mais il y a des moyens d'aller chercher une certaine qualité en choisissant un processus un peu plus spécifique. Sinon, les ressources humaines restreintes, ce qu'on disait, c'est que souvent les postes dont on a parlé, techniciens, conseillers à l'étudiant, peuvent être à temps partiel, avoir une charge de travail quand même limitée pour pouvoir donner un coup de main dans ce genre de projet-là. Donc ça peut être une limite. Et la période limitée de septembre à mai, il y a une coupure dans une période assez importante. Donc, au niveau des contrats avec les fournisseurs, il y a une période d'abondance. C'est sûr que ce n'est pas seulement les fruits et légumes, l'approvisionnement local, mais c'est sûr que là, il y a comme une période où il n'y a rien qui se passe dans les collèges, mais ce n'est pas nécessairement un frein qui nous empêche justement d'avancer. Pour ce qui est des étapes, donc, voici les étapes comme telles qu'on a proposées et qui sont présentes dans la fiche. Ce qui est important de nommer, c'est qu'on les a présentées dans un ordre qui semblait logique et aussi qui correspondait à ce qui avait été appliqué dans les milieux qu'on a rencontrés. Par contre, ça peut être interchangeable dans la mesure où vous êtes à une autre étape, vous allez commencer par une étape qui est un peu plus loin dans la liste ou que c'est sur quoi vous voulez travailler en premier. Donc, n'hésitez pas à la mettre à votre main. Conseil préalable, donc, pour vraiment s'assurer de pouvoir augmenter la part d'approvisionnement local dans vos milieux collégiaux, c'est vraiment d'intégrer les valeurs, ces principes-là au contrat du fournisseur de services dans la mesure où c'est cette forme de service alimentaire qui est la plus présente. Donc, les étapes que je vais vous présenter à l'instant touchent beaucoup cette partie-là. Par contre, si vous êtes déjà en contrat ou c'est un nouveau contrat qui vient d'être avec un fournisseur, on n'a pas nécessairement besoin d'attendre la fin de ce contrat-là avant de commencer le travail. On peut amorcer la discussion avec le fournisseur, l'encourager à joindre le programme de reconnaissance ou de certification qui pourrait l'accompagner là-dedans et lui partager la marche à suivre pour les entreprises de gestion de services alimentaires qui vous sera présentée brièvement par Mathilde à la suite des étapes que je vais vous présenter. Donc, première étape, rassembler les expertises. Donc, justement, là, créer un comité de travail. Certaines tâches vont être plus réservées là, aux gestionnaires contractuels, mais on peut aller chercher l'aide de toutes sortes de personnes pour justement formuler les clauses et les intégrer au contrat. Donc, le responsable de la gestion contractuelle, un incontournable, technicien en développement durable, comme on a nommé, conseiller à la vie étudiante. Les étudiants eux-mêmes peuvent être consultés, des membres du personnel, et on peut aller chercher l'expertise si on veut ficeler des demandes qui touchent à la fois le sein, le local, les co-responsables, l'aide du nutritionniste. Important de se faire un plan de travail, de définir les rôles de chacun pour faire avancer le travail à un rythme qui nous convienne. Sinon, être bien entouré, donc faire partie d'un programme d'accompagnement ou de reconnaissance au niveau du collégial, ça peut se faire par l'entremise du fournisseur de services alimentaires surtout. En autogestion, on peut aller nous-mêmes faire la démarche, donc c'est la partie d'encouragement qu'on peut faire. Pourquoi on le nomme si souvent, c'est que ça aide vraiment à structurer les démarches, soutenir les efforts, il y a toute la visibilité qui vient avec ça, puis qui permet de sensibiliser le milieu. Et puis, c'est souvent une occasion d'apprentissage, de réseautage qui permet d'avancer plus largement. Donc, il y en a quelques-uns qu'on va vous présenter un peu plus tard dans la section ressources, dont Aliments du Québec au menu, et Cégep Vert, qui est notre invité d'aujourd'hui, qui va nous présenter un peu plus tard, ainsi que Livre, qui est une certification de la restauration durable. Définir donc les besoins, les priorités, ses attentes. Pour justement transmettre ces attentes-là, ces valeurs en clauses précises dans les contrats. Donc, se baser sur les politiques en place d'approvisionnement, de développement durable
encore une fois, l'aspect de sonder les usagers va nous permettre d'aller chercher des critères à privilégier ou ce qui est peut-être le plus pressant. En s'inspirant de ce qui est fait ailleurs, il y a des devis, par exemple, dans notre source, dans notre fiche, on a un devis qui a été fait par le Collège de Rosemont et puis qui est complet. Merci beaucoup d'ailleurs à ce collège-là d'avoir partagé, ce qui permet d'aller voir à quoi ça ressemble un devis complet avec toutes sortes de critères comme ceux-là. Alors, c'est une bonne façon de faire. Alors, le devis. Encore une fois, ça va être vraiment sa rédaction qui est un moment crucial. Vous allez avoir tous les détails justement dans la fiche de pistes qu'on peut suivre pour intégrer des critères, que ce soit au niveau nutritionnel, de la fraîcheur, de la façon dont on veut que ça soit livré. Donc, de chiffrer ces demandes-là en produits, des cibles à atteindre en matière de produits locaux et éco-responsables. Tout ça vous est comme mieux détaillé, là, justement, ça vaut la peine d'aller consulter la fiche pour avoir plus de détails. Donc, encore là, on peut même intégrer dans ce devis-là des mécanismes de communication qu'on souhaite instaurer avec le fournisseur, les modalités d'évaluation, justement comment on va faire le suivi pour s'assurer que ces critères-là soient remplis. Et bien, toujours encourager votre fournisseur à joindre une démarche. Donc, pour le processus de sélection, encore une fois, ça va être vraiment bien détaillé dans la fiche. Je vais passer quand même rapidement. Je pense qu'on a quand même un public diversifié, mais c'est pour vous faire justement vous souligner que c'est important d'aller choisir le bon mode de sollicitation. Donc, quel type d'offre vous allez choisir, public, sur invitation, négociation, gré à gré. Il y a vraiment bien des détails dans la fiche pour vous donner les avantages et autres arguments à considérer quand on veut choisir notre processus. Puis même chose pour le mode d'adjudication, donc c'est sur quoi on va baser notre choix. Est-ce que ça va être seulement le prix? Est-ce qu'il va y avoir on va considérer la qualité minimale? Tous les détails, là, justement, et les liens vers les documents de référence peuvent bien vous expliquer les différences entre ces différents choix sont détaillés dans la fiche et justement réfèrent là, aux besoins à d'autres documents plus étoffés. Pour une application selon vos attentes. Donc, encore une fois, on le redit, mais de favoriser la collaboration avec le fournisseur, je pense que c'est indéniable. Commencer par un projet pilote parfois, donc d'essayer quelque chose de simple pour travailler ensemble. Proposer l'aide, les ressources nécessaires. On est dans un contexte éducatif. Est-ce qu'il peut y avoir des bénévoles, des gens qui s'impliquent pour donner un coup de main? Puis de réaliser des audits, donc comme je disais, un processus d'évaluation pour aider justement à se dépasser puis à cibler d'autres objectifs éventuellement. Puis je souhaitais quand même nommer l'exemple du Collège de Rosemont, encore une fois, qui, lui, a instauré des comités de surveillance. Donc, il y a un comité de gestion de la cafétéria qui est composé de différents acteurs là, du cégep, puis le comité des usagers de la cafétéria qui sont les clients. Puis ces deux comités-là sont amenés à collaborer justement dans l'évaluation puis la progression des actions au sein du service alimentaire. Donc, j'invite Mathilde à nous parler de la marche à suivre pour les entreprises de gestion des services alimentaires complémentaires. Oui. Donc, c'est un peu comme l'autre côté du décor que Dominique vient de vous nommer. Les marches à suivre peuvent sembler similaires, mais c'est un peu de vous positionner, c'est ça, de l'autre côté en tant que gestionnaire à qui on va demander ce qui fait partie de la fiche pour le milieu collégial. Donc, ça serait de bien vous entourer d'un programme qui pourrait vous encadrer et de le mentionner aussi que vous faites partie de ce programme-là. Je pense qu'il y a plusieurs offres de services qui se sont faites avec l'intégration de votre participation au programme soit Aliments du Québec au menu, livre ou autres projets. C'est comme ça revient avec la communication que Dominique parlait, c'est hyper important là, de vraiment bien communiquer avec votre client, dans le fond, et de connaître ses besoins, de connaître, lui, c'est quoi ses valeurs et d'essayer de vous y accrocher. Et s'ils font partie de vos valeurs d'entreprise aussi, de ne pas hésiter à les afficher. Il y a toute l'analyse de votre menu, les processus d'achat que vous pouvez faire pour un établissement en particulier, mais que vous pouvez aussi engager pour l'ensemble de vos établissements. C'est un processus qui peut être quand même assez rigoureux de votre côté, mais qui peut vous aider à faire une différence dans beaucoup de différents milieux et aussi de vous permettre d'aider un peu justement les gestionnaires de chacun des établissements, dont ceux du milieu collégial, à bien choisir parmi votre catalogue ou à bien choisir parmi les recettes que vous leur proposez de mettre en place.
la relation reste avec les fournisseurs reste quand même entre le personnel, le gestionnaire du service alimentaire, donc de ne pas hésiter de dire aux fournisseurs que vous faites partie d'un programme ou que vous travaillez, vous desservez un client, un milieu collégial qui a vraiment une politique de développement durable et que c'est important pour vous de savoir que la provenance est québécoise ou d'avoir des critères de développement durable à appliquer pour votre client. Aussi, vous pouvez rechercher des nouveaux fournisseurs en ayant justement tout ça en tête. Recherchez vos nouveaux fournisseurs comme un peu en lien avec ce que le milieu collégial vous demanderait. C'est aussi important de sensibiliser votre équipe de travail. Ça se peut même que l'idéal, ce soit que quelqu'un de votre équipe de travail fasse partie du comité du cégep ou soit vraiment en relation avec quelqu'un de précis au collège afin de vous permettre là, de vraiment comprendre et de rendre visibles les démarches qui sont faites pour et par votre établissement. Souvent, il y a des établissements qui sont certifiés par Cégep Vert, mais que la cafétéria est gérée par un contractuel et que le contractuel ne sait pas qu'ils sont avec Cégep Vert ou le Cégep qui est Cégep Vert ne sait pas que son contractuel est reconnu au Programme Aliments du Québec. Donc, c'est vraiment important de sensibiliser votre équipe, mais aussi tout le monde qui fait partie là, de votre service alimentaire. Aussi, de ne pas vous gêner, comme j'ai dit un peu plus tôt, de vraiment là, rédiger votre politique alimentaire en fonction de ces valeurs et ces principes-là d'une alimentation saine, locale et éco-responsable. Je pense que vous réussirez à faire vraiment des heureux en appliquant cette politique-là chez vous et en la faisant se répercuter dans plein de milieux, dans le milieu collégial, qui sont assez aussi, comment dire, avant-garde. Les étudiants vont souvent se prononcer, donc ça vous permet aussi d'avoir une belle relation avec ces clients-là. Et de faire aussi compétition avec un peu tout ce qui est autour d'un collège ou d'un site, d'une cafétéria qui souvent les offres de restauration. Si vous vous différenciez au niveau de votre implication, au niveau de vos valeurs, ça peut faire une belle et grande différence. Voilà. Mais vous pourrez aussi, c'est ça, voir vraiment plus de détails dans la marche à suivre pour les entreprises de gestion qui s'applique au milieu collégial, mais qui s'applique aussi à tous les milieux, là, qui est vraiment un guide assez large là, pour les gestionnaires. Je vais poursuivre en vous parlant de la section « Bon à savoir ». Vous allez trouver aussi dans la fiche. Cette section, elle a pour objectif de donner des informations supplémentaires pour susciter la réflexion et pour vraiment vous permettre d'être dans les meilleures conditions possibles, d'avoir toutes les informations en main pour réaliser les différentes étapes qui viennent d'être citées par Dominique et par Mathilde. Le premier conseil, c'est vraiment de faire attention à la cohérence. Alors, ça peut paraître évident, mais lorsque vous allez mettre en place votre devis, lorsque vous allez inscrire les différentes clauses que vous souhaitez qu'elles soient les clauses que vous souhaitez voir mises en place dans votre service alimentaire, vous pouvez parfois avoir vraiment beaucoup d'ambition et vouloir à la fois respecter vos objectifs nutritionnels, économiques, environnementaux, ce qui est vraiment génial. Mais par contre, parfois, ça fait beaucoup trop de clauses à la fois qui peuvent, entre elles, être contradictoires, voire irréalistes même. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, pour respecter vos objectifs nutritionnels, éviter d'avoir un légume qui se répète plus d'une fois tous les 2 semaines, qu'en plus il s'agisse de légumes foncés et frais, et que pour des raisons environnementales et économiques, vous souhaitez que ces légumes soient en plus de saison et biologiques et locaux, par exemple. Là, ça fait quand même beaucoup de choses à respecter et lorsque vous allez vous retrouver à l'hiver, ça va être vraiment très, très difficile de respecter toutes ces clauses-là. C'est même impossible et donc vous n'allez pas réussir à votre objectif final. Donc, c'est important de voir les clauses dans l'ensemble et d'avoir un objectif qui est fixé par rapport à un objectif global. Donc, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que lorsque vous allez mettre en place, vous allez commencer, vous allez vous rendre compte que ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, une charge de travail élevée, vous allez devoir avoir peut-être un nombre de fournisseurs plus important, donc plus de bons de commande, plus de livraison, plus de facturation. Ça peut vraiment être décourageant, mais les répercussions sont positives et en valent vraiment la peine. Déjà, en tant que milieu scolaire,
vous avez probablement déjà des valeurs et là, c'est vraiment l'occasion de les concrétiser. C'est l'occasion de montrer justement à votre clientèle, comme l'a précisé Mathilde et Dominique, qui parfois revendiquaient certaines valeurs aussi, voilà, de leur montrer que vous êtes de leur côté et que c'est vraiment quelque chose de positif pour tout le monde. C'est aussi, vous avez une clientèle qui est principalement assez jeune et c'est meilleur pour ces jeunes d'avoir une alimentation saine. Donc, c'est aussi offrir le meilleur à votre clientèle. Et puis, à la fois pour le milieu scolaire, mais aussi pour les fournisseurs, c'est l'occasion, comme l'a déjà dit un peu Mathilde, d'avoir une image vraiment positive. C'est l'occasion de se démarquer. C'est une source vraiment de visibilité pour vous. Ensuite, il y a une section trucs et astuces. Cette section, elle va vous donner des petits trucs et astuces pour, premièrement, vous permettre de faire des économies tout en ayant un impact favorable sur l'environnement. Et ces économies vont aussi évidemment vous permettre d'investir davantage dans des produits locaux et éco-responsables. Ici, je vais vous donner 3 petits trucs, mais vous pourrez en trouver d'autres dans la fiche. Le premier, c'est l'idée de bonifier l'offre de repas végétariens. Comme vous le savez sûrement, le secteur de la viande pollue énormément et émet autant de gaz à effet de serre que le secteur des transports. Et donc, évidemment, aller vers une offre plus végétarienne va avoir un impact positif sur l'environnement. C'est aussi positif pour vous au niveau de votre pouvoir d'achat. Vous allez pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat en réduisant la quantité de viande dans vos repas. Et c'est aussi positif pour les jeunes qui, eux, vont avoir des repas plus diversifiés. Donc, au niveau nutritionnel, ça peut aussi être très intéressant. La deuxième idée, c'est celle de réduire le gaspillage alimentaire. Évidemment, là, vous comprenez l'impact positif que ça peut avoir à la fois pour votre pouvoir d'achat, mais aussi pour la planète. Comment on fait pour faire ça? Alors, soit vous pouvez essayer d'avoir une meilleure méthode de conservation de vos aliments. Vous pouvez aussi aller vers une planification davantage par rapport aux réels besoins de la clientèle. Et puis, vous pouvez aussi donner une seconde vie à vos plats, à vos repas. Par exemple, le repas de la veille peut très bien être modifié pour devenir un nouveau repas avec les restes. Là, je vais vous donner l'exemple de l'Université de Montréal. Donc, certes, ce n'est pas un milieu collégial, c'est un milieu universitaire, mais ça pourrait vraiment très bien s'appliquer. L'Université de Montréal a mis en place des boîtes à lunch avec les repas de la veille. Donc, c'est des boîtes à lunch qui sont souvent à un moindre coût et qui offrent un choix supplémentaire pour les étudiants. Donc, ça peut être très intéressant. Les étudiants pourraient même, dans votre cas, dans le milieu collégial, l'emporter pour leur repas du soir, par exemple, ou pour le repas du midi. Donc, c'est une option qui est envisageable et qui est intéressante. Et enfin, éliminer les contenants jetables. Là aussi, vous comprenez le point de vue à la fois économique et environnemental. Ça peut être à la fois, l'idée peut être de mettre en place soit du plastique réutilisable ou même encore peut-être plus facile ou plus durable, un système de consigne. Et puis la section trucs et astuces termine sur des recommandations d'un point de vue de la saisonnalité, c'est-à-dire pour bénéficier de plus d'aliments locaux saisonniers à l'année et ainsi aussi bénéficier de rabais au volume. Donc la fiche va présenter différentes recommandations, comme par exemple augmenter l'espace de congélation ou augmenter l'espace d'entreposage de type chambre froide. Donc là, c'est quelque chose en tant que milieu scolaire que vous pouvez vraiment mettre en place dans votre devis aussi, qui peut être une demande pour l'entreprise qui va se charger du service alimentaire. Je laisse la parole à Dominique pour poursuivre sur le milieu inspirant. Donc, dans chacune des fiches, on présente plusieurs milieux qui ont justement amorcé ou qui sont en cours de démarche d'approvisionnement local et éco-responsable. Dans le cadre de la fiche collégiale, il y a 3 exemples. J'ai choisi de vous présenter l'histoire ou le portrait du Collège de Rosemont brièvement. Vous allez pouvoir découvrir d'autres portraits dans la fiche et aller chercher plus de détails. Donc, le Collège de Rosemont était déjà un chef de file au niveau de l'engagement éco-citoyen, donc en lien avec son plan stratégique, sa politique de développement durable, c'était vraiment le but de poursuivre ces engagements-là qui l'ont mené à pousser plus loin une démarche d'approvisionnement local et éco-responsable. C'était le premier établissement à obtenir le niveau excellence de la certification Cégep Vert qui va vous être présenté un peu plus tard, en 2005.
Mais déjà, en 2013, le responsable de la gestion contractuelle a instauré une politique d'approvisionnement responsable générale. Donc, ça touche l'aspect plus alimentaire, mais aussi tous les aspects d'approvisionnement au sein du cégep. Puis déjà en 2014, on a instauré les comités dont je vous ai parlé là, de gestion de la cafétéria et des usagers au sein là, de la surveillance, en tout cas de la collaboration avec le service alimentaire, qui est contractuel, bien sûr. Et puis, c'est en 2019 là, qu'ils ont vraiment choisi de travailler spécifiquement le devis de l'appel d'offres et d'aller intégrer plusieurs clauses d'approvisionnement à la fois local, éco-responsable et aussi, vraiment, il y a toute une bonne portion qui touche l'aspect nutritionnel. Donc, on travaille avec une nutritionniste pour arriver à justement des demandes claires et complexes. Comme on l'a dit, ça a demandé beaucoup de réflexion justement pour s'assurer que ça soit cohérent et réaliste, mais encore là, ambitieux. Et puis, c'est en 2019 que les services Laniel Saint-Laurent, alimentaires Laniel Saint-Laurent, qui sont entrés en service et c'est eux qui remplissaient la majorité des exigences en matière de clauses concernant les aliments sains, locaux et éco-responsables. Donc, voici l'histoire. Qu'est-ce qui les a aidés dans leur démarche? C'est quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est qu'au Collège de Rosemont, le poste de technicien en développement durable relève de la direction des ressources matérielles. Habituellement, dans beaucoup de cas, il est plutôt à la vie étudiante, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est que le fait qu'il soit directement avec les ressources matérielles, ça amène un dialogue, une proximité qui amène justement à pousser le développement durable dans plusieurs aspects de la gestion contractuelle au cégep. Puis c'est une relation qui est intéressante à créer avec cette proximité-là. Donc, peut-être un modèle à suivre. Sinon, conseil du responsable de la gestion contractuelle. Donc, assumer le temps. On a parlé du temps tantôt. Donc, quand on veut qu'un projet comme ça voit le jour et puis soit à la hauteur de nos espérances, il faut accepter de mettre le temps qui vient et de faire des compromis, parce que oui, on peut avoir un idéal, mais comme on l'a dit, si on veut que ça soit cohérent et qu'on arrive à remplir plusieurs de nos exigences, il faut nécessairement faire des compromis. Donc, voici le bref portrait que je vous fais de cette organisation-là, le Collège de Rosemont. Et maintenant, on invite Joé Saint-Germain, qui est chargée de projet aux certifications pour l'organisme Environnement Jeunesse, de venir nous présenter le programme Cégep Vert puis en tant que démarche structurante. Super, bien merci. Je vais commencer par partager mon écran. Oui, je vais te partager ton écran. Super, donc voilà. Donc, en fait, merci Dominique de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je suis en remplacement de Raphaël Devatine qui, normalement, a le poste de chargé de projet aux certifications chez Environnement Jeunesse. Donc, mon nom est Joé Saint-Germain. Je me suis occupé du programme Cégep Vert au cours de l'année 2019-2020. Et maintenant, je suis chargé de projet aux certifications et pour un nouveau programme destiné aux écoles primaires et secondaires au sein de l'organisme Environnement Jeunesse. Donc, écoutez, je me lance une petite description. On est qui Environnement Jeunesse? Bien, en fait, on est un organisme d'éducation relative à l'environnement qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, à les outiller à travers des projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. Donc, grosso modo, on est un organisme de ARE au sein de la jeunesse, d'où notre nom. Cégep Vert du Québec, en fait, c'est un programme d'accompagnement et de certification environnementale qui est destiné aux établissements collégiaux du Québec. Et il y a vraiment 3 objectifs, si on veut, à ce programme-là. Donc, d'abord, de contribuer à la formation de jeunes responsables et engagés, de rendre les établissements collégiaux plus écologiques, plus verts et d'encourager l'engagement et l'implication d'une population collégiale. Donc, notamment, ces objectifs-là, on va les appliquer en instaurant des changements dans les opérations et la gestion des établissements, au niveau des cursus scolaires, donc des cours, et aussi au niveau de la culture des établissements. Donc, en fait, on a comme 2 grands angles qu'on aborde dans ce programme-là, soit l'éducation relative à l'environnement, qu'on va vraiment faire, si on veut, à travers des activités de sensibilisation, des activités de formation et tout. Et on va aussi avoir la gestion durable, en fait, qui va plus concerner, par exemple, la création d'un comité d'action et de concertation en environnement, un plan d'action en environnement, un bilan environnemental, une politique environnementale. Bref, c'est de se doter, si on veut, des bases solides pour s'assurer que les projets environnementaux vont être pérennes et qui vont être supportés, si on veut, par la structure de l'établissement. Donc, en gros, on m'a invité aujourd'hui pour parler un peu de l'agencement entre l'alimentation, le volet alimentation et tout ce qui est Cégep Vert du Québec. Donc, au sein du programme, il y a 4 manières, en fait, qu'on peut intégrer vraiment l'alimentation. Donc, soit au niveau du suivi et de l'accompagnement,
au niveau des formations et du réseautage, au niveau des projets communs et finalement au niveau de l'amélioration continue et des mentions spéciales. Donc, d'abord, au niveau du suivi et d'accompagnement, il est offert en tout temps par l'équipe d'environnement jeunesse. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là, en fait, soit pour répondre aux questions des intervenants au niveau des cégeps, soit pour les orienter vers les bons organismes ou les diriger vers des guides pratiques ou vers des ressources qui pourraient les aider, et ça sur plein de thématiques là, en environnement. Donc, oui, il y a l'aspect alimentation, mais on va aussi dans tous les autres aspects, là, comme on peut parler de gestion de matières résiduelles, gestion d'eau, etc. On a aussi plusieurs outils qui sont à la disposition des personnes ressources dans les cégeps. Donc, on a des guides pratiques sur notre site. On a aussi l'espace membre. En fait, on peut voir une petite photo là, en bref de ce qu'est notre espace membre. Et dans cet espace membre-là, on va retrouver notamment une section qui porte strictement sur l'alimentation, dans laquelle on va trouver des guides, des ressources, des liens d'organismes qui font des projets en environnement. Donc, on a ça. Et ça peut sembler anodin, mais on a aussi un groupe Facebook privé qui regroupe tous les intervenants des milieux collégiaux qui font partie du Cégep vert du Québec. Et dans cet espace-là, c'est vraiment un espace de discussion, si on veut, formel et informel. Et les intervenants vont partager un peu leurs défis, leurs idées de projet. Ils vont poser des questions aussi à d'autres établissements. Et il y a eu beaucoup de discussions qui ont concerné en fait le volet alimentation, le volet approvisionnement sur cette plateforme-là. Donc, c'est vraiment de créer un réseau, si on veut, d'établissements collégiaux qui sont motivés, qui sont engagés pour la cause environnementale et bien entendu pour tous les enjeux autour de l'alimentation et l'approvisionnement. On a aussi, en fait, l'alimentation est intégrée un peu dans nos critères. Donc, à travers nos activités de formation et de sensibilisation, il y a plusieurs établissements qui vont en offrir, qui sont en lien avec la thématique de l'alimentation. On a dans des objectifs de plan d'action qui vont concerner ce volet-là. Un onglet de notre bilan environnemental aussi qui va concerner l'alimentation. Et aussi notre politique environnementale, qui est un des critères du programme. Et parfois, elle va prendre aussi la forme d'une politique d'approvisionnement responsable, comme c'est le cas notamment là, au Collège de Rosemont. Ensuite, à travers nos formations et réseautage, donc on en offre 3 par année dans le cadre du programme Cégep vert du Québec. Et on varie les thématiques. Mais pour vous donner un exemple, le 28 février 2019, au Collège de Rosemont, a lieu notre Intercas, qui est comme notre rencontre intercomités environnementaux des cégeps. Et la thématique était l'alimentation et l'approvisionnement responsable. Donc, on a eu des formations sur l'approvisionnement responsable dans les cafétérias, un dîner avec la tablée des chefs. En après-midi, on a parlé d'approvisionnement responsable dans les institutions. Et on a aussi discuté du guide Bye Bye Plastique, qui était un des projets communs du réseau Cégep vert du Québec et qui avait pour but d'éliminer tous si on veut, les plastiques à usage unique. Donc, on peut parler des ustensiles, de la vaisselle non durable, des pailles. Bref, c'était un des projets communs du réseau. Et ça me mène justement à vous parler de l'aspect projet commun. Donc, à chaque année, en fait, on demande aux établissements collégiaux de travailler sur un projet commun qui est comme développé conjointement par les membres du réseau d'environnement jeunesse. Et c'est un critère du niveau excellence. Donc, en 2017-2018, il y a eu le défi commerce équitable. Donc, au total, il y a 13 établissements qui se sont engagés à relever un des 2 volets du défi. Donc, soit d'implanter un nouveau produit équitable dans l'offre alimentaire de leur campus ou d'intégrer le commerce équitable dans des activités déjà existantes dans leur établissement. Et finalement, l'amélioration continue et les mentions spéciales. Donc, les critères d'amélioration continue, en fait, c'est un volet du niveau excellence, qui est le plus haut niveau qu'on peut avoir dans le cadre du programme. Et il y en a, sur les 24 critères d'amélioration continue, il y en a 3 qui concernent l'alimentation. Donc, on a d'abord de se doter d'une politique d'achat responsable ou une politique d'approvisionnement responsable. On a aussi de mettre en place des services alimentaires durables et d'organiser un événement éco-responsable. Donc, tu sais, grosso modo, ce qu'on voit à travers tout ça, c'est que l'alimentation est vraiment intégrée, si on veut, dans le programme Cégep vert du Québec. Et c'est une thématique qui peut vraiment être abordée là, par les établissements collégiaux dans le cadre du programme. Puis, pour finir sur une bonne note, en fait, il y a aussi nos mentions spéciales qui sont des projets qui ont été votés par notre comité aviseur et qui ont des critères en lien avec l'originalité des projets, l'ampleur, l'implication de la communauté collégiale, la pérennité des mesures et le rayonnement dans la communauté.
Donc, au cours des 3 dernières années, on a 4 projets qui ont touché au volet alimentation. Donc, je vous les passe rapidement. On a eu les 50 arbres fruitiers pour les 50 ans du Collège Vanier qui a eu lieu cette année. Sinon, l'érablière Rosemont au Collège de Rosemont qui était l'année dernière, tout comme le projet Serre aux Vieux au Cégep du Vieux-Montréal, qui est un projet de serre dans le sous-sol du Cégep, et le jardin collectif au Collège de Rosemont. Ces 4 projets qui ont obtenu une mention spéciale dans le cadre du programme Cégep vert du Québec. Donc voilà, c'était tout le temps que vous m'étiez alloué. Là-dessus, je vous remercie. Et si jamais vous voulez communiquer avec moi, je crois que Dominique pourrait peut-être vous donner mon courriel et mes coordonnées. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne suite de présentation. Merci beaucoup, oui, c'est super intéressant, c'est vraiment inspirant. Les milieux collégiales, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt d'ailleurs, sont toujours très participatifs, on le voit bien avec les mentions spéciales qui ont été données, puis les idées plus colorées pour garnir les comptoirs alimentaires des cégepiens et collégiens. Justement, à la section qui va suivre, on va vous parler des ressources parce que chaque fiche pratique contient une section ressources à la fin qui se divise là, en différents points importants de la section ressources. Excusez-moi, j'y arrive. Je reviens, ça s'en vient. C'est mon petit défaut technique post-présentation d'invités. Merci. Alors, on arrive au programme. Les programmes sont assez similaires là, pour chacun des milieux, mais comme Joey vient de le présenter, là, pour le Cégep vert, on a, pour le milieu collégial, on est chanceux, on a des programmes comme la certification Cégep vert. On a le programme Aliments du Québec au menu que je pourrais vous parler plus longuement, mais que pour la plupart vous connaissez ou que si jamais vous ne connaissez pas, vous savez que vous pouvez me joindre. Équiterre aussi offre différents volets de différents programmes éducatifs à incorporer ou pour vous accompagner surtout dans vos démarches. Il y a Livre aussi, comme Dominique le disait, là, pour une restauration durable. Donc, c'est vraiment là, plein de programmes, mais il y a aussi pour chacune des régions des diversités qui peuvent vous être nommées ou avec lesquelles vous pouvez être accompagnés souvent par vos tables de concertation bioalimentaire. Pour ceux qui en ont. Puis, il y a plein d'autres petits logos qui peuvent vous aider pour vous assurer là, que vous êtes vraiment dans une démarche complète d'approvisionnement local. Dans la même... Oui, vas-y, excuse. J'allais dire, dans la section ressources, il y a aussi une partie avec des répertoires, des listes qui peuvent beaucoup vous aider aussi. Lorsqu'on parle de répertoire de listes, ce sont surtout donc des répertoires d'aliments comme le répertoire d'aliments du Québec, des listes de production animale et végétale du Québec, du MAPAC par exemple. Vous aurez aussi accès au calendrier de disponibilité des fruits et légumes du Québec d'Équiterre. Vous allez avoir aussi donc une liste de fournisseurs, de producteurs, comme la liste des fournisseurs d'aliments locaux et éco-responsables, et accès à des réseaux comme le réseau des fermiers de famille. Donc voilà, ce sont vraiment des ressources qui peuvent vous donner un réel réseau et puis vous permettre de trouver les aliments qu'il vous faut. Je vais laisser la parole à Dominique pour la fin. Oui, donc toujours dans la section ressources, on a voulu vous présenter quelques outils pratiques que vous pouvez consulter. Donc, l'exemple de devis technique du Collège de Rosemont, qui est un must. Des exemples de normes relatives au développement durable. Donc, on sort parfois d'un secteur, quand on a une ressource, d'un autre secteur qui peut être quand même vraiment pertinente, celle-là de l'Université Concordia. Le guide des menus durables, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais dans une démarche d'analyse des processus d'achat et des menus, quand on veut effectuer des changements, pour pouvoir peut-être choisir qu'est-ce qui est prioritaire en consultant le guide des menus durables, le moyen d'aller justement faire des choix locaux, mais aussi écologiques, donc de privilégier certaines catégories d'aliments, etc., puis d'avoir des réponses. Donc, c'est un guide disponible sur le web à consulter, fraîchement sorti. Pour ce qui est de la quantification, ça, je m'adresse aux fournisseurs. Donc, on a un exemple de tableau de quantification d'Aliments du Québec pour montrer à quoi ça peut ressembler de faire ce travail-là de quantifier la proportion d'aliments locaux et autres critères que vous souhaiteriez justement identifier dans le lot de vos achats. À venir, des recettes locales standardisées de l'ITHQ qui devraient justement être publiées là, sur le site d'Aliments du Québec au menu, donc des recettes locales
Donc, qui peuvent aussi peut-être être intéressantes à intégrer éventuellement à vos menus. Et pour l'aspect plus conservation des produits, un guide, il y a des éléments du MAPAC qui existent déjà, mais il y a la CAPI, qui est une organisation, un regroupement de producteurs qui a travaillé directement avec des institutions telles Sainte-Justine, le CHUM, qui, en collaboration avec ce partenariat-là, est arrivé avec des conseils vraiment adaptés à ce qui avait été vécu sur le terrain, puis qui s'appliquent à d'autres milieux aussi. Donc ça, c'est pour les outils pratiques. Il y a aussi des documents de référence qu'on a listés en fonction des secteurs qui pourraient être intéressants dans votre réflexion et dans votre processus. Dites-vous que la section ressources, elle est à la fin, mais elle est importante parce qu'elle vous permet de réseauter avec l'extérieur, ce qui est un peu notre but. Si on voulait présenter quelque chose, mais on va aussi renvoyer vers d'autres ressources qui sont pertinentes, puis faire le portrait de ce qui peut exister, puis à quel point c'est riche. Puis là, en ce moment, les fiches sont en format PDF téléchargeable, mais éventuellement, on a le projet de mettre ça en ligne et puis de bonifier ces listes-là de ressources qui pourront éventuellement justement être encore plus riches parce qu'il y a tellement de projets qui se font à ce niveau-là en ce moment au niveau de l'approvisionnement local et éco-responsable. Donc, voici ce qui fait le tour de la section ressources. Maintenant, on arrive à la fin pour vous remercier de votre présence, d'avoir été parmi nous et intéressés. Donc, merci à vous. Et on remercie, de mon côté, je remercie les partenaires qui nous ont permis de réaliser cet outil-là, donc Aliments du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, sans qui ça serait pas tangible. Merci. Et moi, j'en profite pour remercier Équiterre, entre autres, pour le travail acharné. Vous avez eu, certains d'entre vous, plusieurs collaborations avec Dominique, qui a fait vraiment un beau travail. Puis on espère que cet outil-là va vraiment être partagé et utilisé et utile pour vos milieux. On a un petit peu de temps. Si jamais il y en a d'entre vous qui auraient des questions, on va laisser comme rouler la page des remerciements et vous laisser peut-être 1 ou 2 minutes là, pour venir nous poser des questions, soit dans le questions-réponses au bas de l'écran ou bien dans le converser, le chat. Mais le but, c'est ça, c'est vraiment là, les fiches répondent peut-être à vos questions. Alors, on vous invite vraiment à aller les consulter aussi. Il ne semble pas y avoir de questions. Non. Ah oui. Ça doit être... C'est quelqu'un qui demande où on peut se procurer ces fiches. C'est sur le site de Aliments du Québec ou sur le site d'Équiterre. À la suite du webinaire, probablement demain, moi, je vais vous envoyer un lien vers les fiches que vous pouvez aller télécharger. Mais sinon, vous pouvez vous rendre sur québecauxmenus.com. Dans la section institutions, vous allez trouver un onglet pour les fiches pratiques. Sur le site d'Équiterre, on a une petite vignette spéciale qui parle d'un nouvel outil. Donc, on clique là-dessus puis on arrive sur la page avec toutes les fiches que vous pouvez trouver selon les secteurs. Quelqu'un demande aussi le courriel de Joé. Joé, je ne sais pas si tu es encore là pour soit donner ton courriel de vive voix. Sinon, ça va me faire plaisir de vous l'inclure dans l'envoi que je vais faire. Oui, M. Pillon, ça va être à peu près la même présentation avec des différences pour le milieu universitaire. Il y a quelques fonctionnalités assez différentes au niveau du milieu universitaire, mais ça va être assez similaire au niveau des ressources et au niveau de... Oui, je pourrais ajouter que c'est juste qu'au niveau de la marche à suivre, on a abordé le milieu universitaire pour son aspect plus autogéré. Donc, on va s'adresser, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect contractuel, mais dans ce temps-là, on réfère à la fiche collégiale. Donc, quelqu'un me demande si on va pouvoir revoir le webinaire. Oui, justement, une fois qu'on a terminé, il a été enregistré et puis on va le mettre à disponible sur le site d'Aliments du Québec au menu, mais aussi, je vais vous envoyer le lien en vous envoyant le lien vers les fiches, le lien vers la rediffusion du webinaire ainsi que les coordonnées pour rejoindre Cégep Vert. J'ai une question ici, M. Blacard qui nous demande, est-ce que les institutions trouvent des challenges dans la phase de choix du fournisseur appel d'offres? Si oui, avez-vous de l'information? Oui, bien en fait, certainement, mais quelque chose de positif, c'est qu'il y a de plus en plus de fournisseurs de services alimentaires qui choisissent là, de prendre cette direction-là, soit en embarquant avec Aliments du Québec au menu
ou déjà juste dans leur offre de service, d'orienter leur offre vers quelque chose de plus local. Souvent, c'est plus local que l'éco-responsable de ce qu'on a observé, mais c'est sûr qu'il faut les trouver. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que le challenge est. C'est pour ça que des fois, comme on disait, dans les différentes façons d'aller chercher, de faire l'appel, quand on va dans le public, des fois, on va aller chercher des gens qu'on ne connaît pas déjà. Peut-être qu'on va avoir d'agréables surprises. Encore là, j'avais quand même des commentaires sur le fait que il y a quand même, on a parlé de ce qu'on veut demander, mais après ça, il y a ce qui est réaliste à offrir avec les conditions qu'on demande, le prix des repas. Donc, oui, il y a des challenges, mais il y a beaucoup d'endroits où on a trouvé le bon fournisseur et que ça fonctionne bien. Je pense que le côté réseautage, d'échanger entre cégep, d'aller chercher l'information, c'est la meilleure manière de connaître ce qui existe comme service intéressant au niveau alimentaire. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Mathilde. Non, ça va. On a une autre question au niveau de comment vendre l'idée de ce qu'on propose actuellement avec les coûts que ça nécessite à court terme, la réorganisation dans un contexte de COVID où les revenus des cafétérias sont vraiment au plus bas. Ouais. Si on a des idées par rapport à ça. Je pense qu'on pourrait faire un webinaire complet pour en parler. C'est sûr qu'on est super consciente que le contexte actuel n'est pas idéal. Les fiches pratiques ont été créées avant, ça c'est bien entendu. Puis, on a décidé d'aller avec des webinaires actuellement parce que c'était la façon de pouvoir vous joindre. Je vous dirais qu'il y a plein de choses qui vont arriver, entre autres un réseau d'agents facilitateurs qui va se promener un peu partout dans les établissements scolaires ou les établissements de santé pour vous aider à justement réorganiser un peu vos façons de faire, votre cuisine, voir comment vous pourriez dégager du temps et qu'est-ce qui serait la première étape la mieux pour vous pour enclencher la démarche. J'ai aussi quelqu'un qui me demande est-ce que cela est un mythe que d'avoir plusieurs fournisseurs n'est pas éco-responsable? Je serais tentée de dire que ça dépend de plusieurs fournisseurs, de la distance de ces plusieurs fournisseurs-là. Ça dépend, je pense, il y a beaucoup de facteurs. On ne peut pas dire que c'est pas ou que c'est éco-responsable. Je pense que ça prend une analyse un petit peu plus grande pour pouvoir répondre à cette question-là. J'aurais peut-être un élément à ajouter, c'est que là, on a parlé brièvement des étapes, mais dans la recherche de nouveaux fournisseurs, un des éléments qui peut être fait, c'est d'essayer de les intégrer à votre réseau de distribution actuel. Donc, parce que on a souvent eu ce commentaire-là, pas seulement pour l'aspect éco-responsable, mais pour l'efficience, puis peut-être pas multiplier les commandes, les bonnes livraisons, etc. Donc, en allant chercher de nouveaux fournisseurs, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas les intégrer justement dans notre processus de distribution, d'intégrer ces nouvelles personnes-là à travers les réseaux déjà existants. Exactement. J'ai une autre question aussi. Pourquoi voyons-nous moins la marque du commerce équitable dans ce genre de programme qu'est le produit bio, locaux et saisonniers? C'est qu'en fait, les produits qui sont faits au Québec ou poussés, élevés au Québec, ne mettent pas de marque équitable parce que ce n'est pas une question ou c'est pas dans le sens que c'est pas comme un produit qui va venir de l'extérieur où là, on va avoir besoin de connaître un petit peu la démarche de la façon dont le commerce est fait un peu par en arrière. Je sais pas, et Dominique Desquittard, si tu veux compléter, là. Mais j'aurais dit la même chose que toi, c'est que souvent, on prend pour acquis, mais que si c'est produit ici, on respecte, il y a certaines normes qui sont en vigueur qui font en sorte qu'on n'est pas supposé exploiter nos travailleurs, etc. Fait que je ne sais pas, peut-être, Joël, tu aurais de l'information là-dessus? Est-ce que un produit local peut être équitable et certifié? Peux-tu répéter la question? Non, c'est qu'il nous disait pourquoi dans les produits sains locaux saisonniers, on ne voit pas la mention équitable. Non, je n'ai pas la réponse à cette question-là, malheureusement. Je pourrais préciser un tout petit peu. En fait, déjà, la difficulté avec la mention équitable, c'est qu'il n'y a pas vraiment de loi qui encadre ça. Tout ce qui est logo équitable, tout ça, c'est quelque chose qui est relativement flou. Et contrairement à tout ce qui est biologique, où il y a vraiment une reconnaissance étatique, c'est beaucoup moins précis pour tout ce qui est équitable. Donc, c'est déjà assez difficile quand c'est des produits qui viennent de l'extérieur du Québec. C'est possible d'avoir des produits certifiés équitables québécois, mais pareil, c'est en fait tout ce qui est logo équitable, commerce équitable, c'est encore quelque chose de très très flou et qui ne veut pas forcément dire grand-chose en réalité. C'est aussi une difficulté.
OK. Elle parlait plutôt pour les produits qui ne sont pas faits ici, comme le café ou le chocolat. Moi, je vous dirais à ce moment-là, nous, on le met moins de l'avant. On est vraiment dans la provenance, le bio et le saisonnier. C'est sûr que, tu sais, moi, je peux parler pour Aliments du Québec, dans le sens que nous, on va regarder que le café soit torréfié ici, que le chocolat soit préparé ou la fève de chocolat. Et puis, c'est sûr que nous, on ne va pas contrôler ce qui va être équitable ou pas. Malheureusement, on a une bataille et c'est la promotion des produits d'ici. Mais il reste que vous pouvez, je pense que ça comme vous appartient un peu comme côté de la démarche, d'être informé de vos fournisseurs, d'être informé de où ils sont, où ils prennent leurs produits qui pourraient avoir ou pas la marque de commerce équitable. Puis je finirai avec le fait qu'on a parlé, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais dans les critères que vous pouvez justement quantifier et privilégier dans vos appels d'offres, l'équitable peut faire partie des critères que vous mettez de l'avant, bien entendu, malgré tout ce qu'on a dit. C'est juste que nous, c'est ça, on le choisit moins un petit peu comme cheval de bataille, disons. En tout cas, on a des merci. Ça fait plaisir que vous sentez que l'outil vous sera pratique. Ça me fait vraiment plaisir. Puis aussi, est-ce que tu avais répondu? Oui, c'est bon. Puis, ben c'est ça. Moi, j'aime ça de voir là, de tous les webinaires qu'on a fait. Ben, vous êtes le webinaire qui a posé le plus de questions. Donc, je trouve que vous êtes super représentatif de votre milieu qu'on sait dynamique et curieux. Donc, on espère vraiment pouvoir vous supporter dans les suites de la démarche. On est complet. Parfait. Bien, on vous dit merci. On vous dit... D'accord? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis merci. Merci. J'ai compris. Attends, pardon. Merci beaucoup à tout le monde et Merci beaucoup. très belle journée. Au revoir. Au revoir.